Vous êtes sur Star 21 TV, merci de nous préférer et bonsoir, bienvenue dans cette édition hebdomadaire, l'essentiel de l'actu de la semaine révisité pour vous. Le 3 mai 2021, date qui marque la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À cette même occasion, la haute autorité de la communication a procédé au lancement officiel de la remise des cartes professionnelles de presse. Sur 2400 postulants, 1686 ont été retenus et 638 postulants recalés. On fait le point avec Alpha Omar Diallo. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année, que la remise officielle des cartes professionnelles des journalistes retenus après le recensement a été lancée ce lundi à la haute autorité de la communication. Une rencontre marquée par la présence massive des patrons de presse et membres du gouvernement. À l'issue donc de cette opération d'enrôlement, nos équipes ont enrôlé 2400, environ 800 à l'extérieur du pays. Et comme vous le disait tout à l'heure le président de la commission de délivrance, un nombre total de documents dépouillés est de 2334. Et bien sûr, après dépouillement, 1686 dossiers ont été retenus. Donc les 1600 auront la carte à date. Je voudrais en même temps inviter les journalistes à en faire un bon usage. Le porte-parole du gouvernement, présent sur les lieux, a rassuré la disponibilité du gouvernement à assister les médias. Je voudrais donc, monsieur le ministre de la Communication, vous dire que vous aurez le soutien du président de la République ainsi que l'ensemble du gouvernement pour faire l'état des lieux de la presse et dégager cette perspective meilleure et prometteuse pour chacun et pour tous. Après avoir reçu sa carte professionnelle, le doyen Kerno Suleiman exprime sa satisfaction. Satisfaction parce que c'est peut-être par hasard que j'ai eu la première carte, peut-être par hasard. Mais sentiment de peur parce que cette carte, bien utilisée, vous ouvre toutes les portes. C'est un ensemble de contraintes que constitue la liberté. Donc, elle fait nécessairement peur, parce qu'avec elle, vous pouvez assainir. Et les dictateurs ont peur de ce qui est sain. Cette cérémonie a connu la présence des membres du collectif de soutien au journaliste Amadou Djouli Diallo, détenu depuis 2 mois à la maison centrale de Conakry, qui réclamait sa libération sans aucune condition. Restons toujours dans ce cadre pour dire que ce 3 mai marque la Journée mondiale de la liberté de la presse, une occasion pour les professionnels des médias de se pencher sur les questions liées à la liberté de la presse. Des journalistes de différents médias en Guinée ont exprimé leur point de vue. Mohamed Traoré. Le 3 mai de chaque année, depuis 1993, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée intervient dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance de ce secteur, mais aussi pour rappeler aux autorités leur obligation de respecter et faire respecter le droit de la liberté d'expression, consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une occasion pour les journalistes guinéens d'exprimer leur point de vue. Cette journée est une occasion pour les journalistes de se poser des questions, de questionner leur profession. Sommes-nous suffisamment outillés pour répondre aux attentes des auditeurs, des téléspectateurs et lecteurs? L'autre situation, c'est le refus justement d'accorder aux journalistes toute la possibilité pour lui d'enquêter et de collecter l'information. Ces journalistes n'ont pas manqué aussi de dénoncer les difficultés liées au métier en Guinée. Cette journée ne se passe pas bien. Vu d'abord, je sais les conditions dans lesquelles les journalistes vivent. Et on a des amis aujourd'hui qui sont emprisonnés. Il est difficile d'avoir l'information sur le terrain. Donc c'est un peu difficile pour nous. Nous souffrons vraiment sur le terrain. Cette fête est sans effet. Il y a des années qui se sont passées. On était plus menacés que par rapport à tous. Et à chaque fois qu'il y a manifestation, nous sommes devant les faits
Si on n'a pas le problème avec des corps habillés, c'est avec des manifestants. Par ailleurs, ces journalistes appartenant à divers médias de la place ont interpellé les autorités en charge de ce secteur de mettre les moyens au service du journaliste dans l'exercice de son métier. À cette occasion, ils ont également rendu hommage à tous les journalistes détenus à cause de leur opinion publique. Direction intérieure du pays. Depuis 3 ans, la ville de Kankan, deuxième ville du pays, connaît une floraison des médias. Ce lundi 3 mai 2021, consacré à la Journée internationale de la liberté de la presse, qui est célébrée à travers le monde, certains confrères se sont exprimés sur les difficultés et le mauvais traitement auxquels sont confrontés ces journalistes. Abdoulaye Koulachida. À Kankan, on ne compte pas moins de 12 médias dans le paysage médiatique. À cela s'ajoutent de nombreux correspondants. Ces journalistes exercent leur métier dans les difficultés telles que rétention de l'information, attaque de la part des citoyens, des hommes en uniforme et le mauvais traitement des journalistes de la part des patrons. Le journaliste est confronté souvent à d'énormes difficultés dans l'obtention même de ce qui sont dus, qui est l'information naturellement. Il y a un refus catégorique de collaboration quelque part de la part des autorités ou aussi de la part des services techniques qui se disent qu'il ne faut pas communiquer un certain nombre de choses aux journalistes. Il faut que les patrons pensent à bien traiter, traiter ou en tout cas traiter leurs employés. On ne peut pas comprendre qu'un patron, par exemple, de radio puisse se contenter de la subvention que l'État lui octroie et que lui, il garde ça sans partager et puis laisser ses employés sans rien. La floraison des médias à Kankan crée la concurrence. Le directeur de Gyoma FM apprécie cette concurrence dans la corporation. C'est tout à fait normal. Nous tendons vers un monde de l'excellence. Et pour ça, il ne s'agit pas d'avoir seulement dire qu'il y a tel ou tel média. Mais quand il y a la concurrence aussi, ça y va dans l'avantage des hommes de médias. Le point focal de la haute autorité de la communication a dénoncé des bavures commises par les journalistes dans les radios. Il arrive des fois que nous constatons des petites erreurs, des petits manquements, mais, comme je le dis, qui ne sont pas vraiment de nature à compromettre le fonctionnement des radios. Et quand c'est le cas, nous arrivons dans les différents médias pour leur faire des remarques. Contrairement aux années précédentes, aucune activité n'a été prévue par l'Association des journalistes de Kankan à l'occasion de cette journée internationale de la liberté de la presse à cause de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 qui fait des ravages à travers le monde depuis près de 2 ans. Suite à l'interdiction des prières nocturnes des 10 derniers jours, un religieux s'est prononcé sur ce sujet. Imam Abdoulaye Sankon ne salue pas du tout cette décision de l'autorité religieuse, mais il invite tout de même la population à s'y plier. Mariama Kidibari et Alassane Souma. À raison du respect des mesures barrières contre le Covid-19, l'autorité religieuse interdit les prières nocturnes des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Une décision surprenante que n'apprécie pas Abdoulaye Sankon. Si le gouvernement devrait juste mettre terme à ça, ça veut dire que ce n'est pas un problème de Covid-19 qu'on allait se focaliser. Ce n'est pas un problème de couvre-feu qu'on allait se focaliser là-dessus. Parce que nous effectuons aussi quelques prières nocturnes à partir de 20h. Ça veut dire qu'après la prière à l'Isha, nous allons partir aussi effectuer Salat au Tarawih. Alors, dire qu'il y a couvre-feu, il faut qu'on cherche à mettre terme sur la prière des gens. Je ne salis pas l'idée. Cependant, il précise que prier ce soir est autorisé et conseillé dans certains contextes par la religion musulmane. Il faut que les musulmans se donnent la main et que les musulmans aussi cherchent à connaître réellement les principes de cette religion. Si vraiment l'année dernière, on priait ceux qui ont la foi en Dieu, on priait, on effectuait les prières nocturnes dans la maison. Parce que Dieu nous a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il dit, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Ne rendez pas vos maisons, c'est comme si c'est un lieu de tombeau, quoi. Parce que là-bas, on n'effectue pas la prière. Alors, si tel est le cas, la maison, on doit effectuer. Comme dit Imam al-Qahtani, la khayra fi baytin bila arkani. Une maison n'a pas le bonheur si réellement on n'effectue pas la prière dedans.
C'est la deuxième année successive que les musulmans ne parviennent à effectuer les prières collectives à raison de Covid-19, une situation qui multiplie les indignations chez les fidèles. Le paludisme, une maladie potentiellement mortelle causée par des parasites transmis aux personnes par des piqûres de moustiques femelles de l'espèce Anophele infectée. En Guinée, nombreux sont les enfants qui sont victimes de cette pathologie. Comment le palu se manifeste chez l'enfant? Quel est son mode de traitement et prévention? C'est dans ce reportage de Yaya Omobari et Ibrahima Païkamara. Le paludisme chez l'enfant est défini comme étant une maladie infectieuse des globules rouges provoquée par le développement des hématies humaines d'un parasite appelé Plasmodium. En Guinée, toute la population est exposée au risque de paludisme, avec toutefois une vulnérabilité plus élevée chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Les modes de manifestation, donc l'enfant n'est pas à l'aise. Associé à une triade symptomatologique, donc la chaleur, la sueur et le frisson. Donc en plus de cela, il y a la courbature, il y a les céphalées, il y a une viscéromégalie, donc une organomégalie. La rate et le foie sont augmentés de volume. Les enfants âgés de moins de 5 ans constituent le groupe le plus vulnérable touché par le plasmodium. En 2019, ils ont représenté 67% des décès imputables au paludisme dans le monde, d'où l'appel de ce médecin. Il y a une politique nationale qui est mise en œuvre dans toutes les structures sanitaires du pays. Donc, pour ce qui est du paludisme simple, par exemple, on utilise les AL, donc l'artéméter et l'umefentrine. Donc, à l'apanage, le coartem, qu'on a mis à la disposition des centres de santé, surtout, le coartem. Donc, et là, la posologie dépend aussi du poids de l'enfant. Respecter les mesures générales, notamment l'hygiène, la prévention, l'éradication des moustiques à travers la pulvérisation des domiciles et la prévention par la chimiothérapie sont des mesures qui peuvent diminuer le pourcentage du paludisme dans le pays. Transport à présent dans cette édition hebdomadaire. En arrêt depuis début février, la reprise des activités du train Conakry Express tarde toujours. Une situation que déplorent des citoyens qui empruntent régulièrement ce moyen de déplacement. Nana Escondé et Ibrahima Païkamara. Kagbelen Kaloum, c'est le trajet du train Conakry Express. En cours de route, il transporte plusieurs citoyens qui se rendent dans leur lieu de service et étudiants. De nos jours, cela fait 3 mois que cette locomotive est en panne technique. Son arrêt impacte négativement les passagers qui habitent en haute banlieue de Conakry. Ces citoyens reviennent sur son importance. Pour la transportation, il y avait une facilité. La voie n'était pas saturée. Donc, ça avait une importance capitale. Parce que le matin et le soir, ça faisait 2 vagues, ça faisait deux voyages. Donc, cela, ça a facilité un peu l'accès pour les citoyens. Autre difficulté dont la population est confrontée suite à l'arrêt de ce train. Mohamed Touré explique. Le Conakry Express, ça aide la population guinéenne. Parce que si ça marche quand même, la population guinéenne n'a pas de problème. Le moyen de déplacement, là, ça diminue un peu. Pour certains, ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité de payer les transports. Mais quand même, si Conakry Express aille à la circulation, ça diminue un peu la pauvreté. Face à cette situation, Hussein Touré interpelle les autorités afin de mettre Conakry Express dans la circulation. Il faut une négociation, il faut qu'ils parlent. Quel est le problème déjà qui a engendré l'arrêt du train? Il faut savoir cela. Et pourquoi ça ne travaille pas? Pourquoi? Il faut que l'autorité arrive à négocier avec la CBK, qu'ils fassent un terrain d'entente pour que la situation soit dans les bonnes conditions. Avant son arrêt, ce train faisait 2 voyages par jour, les matins de Kaybelen jusqu'au centre des affaires Kaloum et le soir à partir de 17h. Nombreux sont ceux qui se précipitaient pour rallier la gare de Petits Bateaux pour rentrer à leur domicile loin des bruits de Kaloum. Depuis plus d'un mois, les bus qui assurent le transport public ne circulent pas sur la route Le Prince. Cette situation n'est pas sans difficulté chez les usagers de ce trajet.
Il demande aux autorités de faire face à ce problème afin qu'ils aient des bus. Suivez ce reportage de Ibrahim Diallo. Assis dans un coin, Kadino René a fait 2 heures à l'attente d'un bus pour rallier Sonfonia. Malheureusement pour lui, il apprend la disparition des bus dans la circulation sur la route Le Prince depuis plus d'1 mois. Comme vous le constatez, nous nous mettons en rang pour attendre à ce qu'il y ait un bus de Sonfonia, mais malheureusement il n'y en a pas. Je lance un appel au niveau du président et à son gouvernement, surtout au ministre du Transport, de penser à trouver au moins, même si c'est 3 bus sur le chemin de Sonfonia. La directrice de la communication de la société qui s'occupe de ce bus explique les raisons de cette absence. Comme vous le savez, nous avons des bus chinois, des King Long, et nous avons des Mercedes qui a été offert par l'État turc à la Guinée. Et les King Long, qui sont des bus chinois, donc faire venir quelque chose, des pièces de change de la Chine, prend énormément de temps, malheureusement. Nous essayons de faire le maximum pour répondre aux besoins des citoyens. Cependant, de nouveaux bus sont attendus dans les mois à venir, souligne cette responsable. Nous travaillons avec le ministère du Transport en toute collaboration pour pouvoir renouveler la ligne de bus. Et nous espérons très prochainement pouvoir avoir des bus climatisés, en très bonne santé. Cette situation n'est pas une première sur l'axe, nous a confié un citoyen. Selon lui, cette attitude est discriminatoire vis-à-vis des usagers de ce trajet. Un mot de sport pour boucler cette édition hebdomadaire. Kelfa Personne Camara revient pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Il a déposé sa candidature ce lundi 3 mai 2021. Cette décision du président du AFIA intervient après le retrait de Mamadou Antonio Souaré, président sortant de l'institution, et l'invalidation de la candidature de Aboubakar Touré. Suivez ce reportage de Ibrahima Diallo. La commission électorale de la FIGIFOOT a réouvert le dépôt des candidatures pour le prochain congrès prévu le 18 mai 2021. Après cette annonce, Kelfa Personne Camara, KPC, fait son retour dans la course. Il a déposé sa candidature ce lundi à la Fédération guinéenne de football. Son secrétaire général explique les raisons. Les membres statutaires, dans leur majorité, sont partis le voir. Sont partis voir le président KPC pour solliciter son retour dans le processus afin qu'il vienne en quelque sorte sauver les meubles, vu que le président Antonio était hors course désormais. Donc c'est ça, il a posé comme condition que tout le monde soit uni autour du même objectif, celui de sauver le football guinéen et de travailler pour le développement du football. Ibrahim Markoba ne fait aucun doute pour la victoire de son candidat, même si bon nombre de personnes estiment que le candidat sortant et démissionnaire, Antonio Souaré, a fabriqué un candidat. Oui, nous-mêmes, ça nous a étonnés. Akabe avait dit qu'il démissionne par solidarité pour le président Antonio, ce que nous avions bien apprécié pour l'esprit que nous avons. Et puis, contre toute attente, le même Akabe revient poser sa candidature comme président, voilà, pour briguer la présidence. Donc, nous, ce n'est pas un problème, vous savez. Nous, pour le moment, nous n'avons pas la preuve que derrière cette candidature, il y a le président Antonio, parce que le président Antonio est venu rencontrer KPC et comment il s'appelle déjà, le général Mathurin Bangoura, que vous pouvez demander. Ils se sont accordés pour dire que KPC revienne dans le circuit et qu'eux tous le soutenaient. Redorer le blason du football guinéen, la formation du bureau exécutif est l'une des priorités des KPC, selon le secrétaire général du AFIA. Redorer le blason, le football guinéen, tout cela passe dans un premier temps par la gouvernance, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance veut dire nous éviter tous les désagréments qu'on a connus par le passé. Pour l'instant, KPC sera en face de Abdul Karim Bangoura Akabe. Le congrès électif qui était prévu le 14 mai est reporté le 18 mai prochain.
C'était tout, l'essentiel de l'actu de la semaine révisité pour vous. À tous, merci de l'avoir suivi. Bon Ramadan à vous et surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.